Mes chers élèves de troisième année, Silk International en matière de SVT, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Mes chers élèves, une deuxième fois en l'approche de l'examen régional, je vais vous présenter quelques vidéos. Espérons bien que ça va vous intéresser à la préparation de votre examen et vous allez réussir, Inch'Allah. Alors, commençons à la barakatillah par la restitution des connaissances. Alors, on vous demande dans ce premier exercice de vous donner le rôle de ces unitaires suivantes. C'est quoi les phagocytes et ce sont quoi les lymphocytes T8. Donc, les phagocytes, vous les connaissez, ce sont des cellules spécialisées dans le système immunitaire. Ce sont des globules de sorte de globules blancs qui sont incapables d'ingérer et de détruire des particules étrangères, des comme de bactéries, des débris cellulaires ou des poussières, par exemple. Alors, les lymphocytes T, comme vous le savez, normalement, ils sont des lymphocytes qui interviennent dans la réponse immunitaire, normalement en médiation cellulaire. Ce sont des globules essentiels à l'unité adaptative et ils sont spécialisés dans la détermination et l'élimination des cellules normales du corps. Exemple, s'il y a des cellules cancéreuses ou bien des bactéries qui se multiplient à l'intérieur des cellules, ce sont des bactéries intracellulaires, ou bien des cellules qui sont infectées par des virus. L'exercice suivant, la question suivante, citez trois caractéristiques des bactéries qui les rendent virulentes et pathogènes. Donc, vous le savez, il y a pas de bactéries, de sortes de bactéries qui sont utiles et qui sont pathogènes. On vous demande de donner des caractéristiques, bien trois de ces caractéristiques des bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui causent des maladies. Alors, on a par exemple la production de toxines comme le bacille tétanique. On a par exemple la multiplication rapide de ces bactéries qui, lorsqu'ils entrent en corps, ils se multiplient rapidement. Donc, bien sûr, ce sont des caractéristiques qui les rendent pathogènes. Et aussi, vous avez la possession de capsules. Des capsules, il y a des bactéries qui possèdent des capsules. Le système immunitaire trouve une difficulté pour les éliminer. Donc, c'est une des caractéristiques des bactéries qui sont virulentes. Alors, on vous demande de citer deux organes ou bien deux dangers menaçant la santé des systèmes nerveux. Donc, il y en a plusieurs, on vous demande de donner deux. La consommation de drogue, la consommation d'alcool, et vous avez le manque de sommeil et le stress, ce sont aussi des dangers qui menacent notre système nerveux. L'exercice suivant, on vous demande de dire est-ce que c'est vrai ou bien faux devant chaque proposition qu'on va vous présenter dans ce tableau-là. Alors, chaque organe de sens est relié au cerveau par un nerf moteur. Donc, lorsque vous lisez une proposition, essayez de l'imaginer comme ça, vous allez voir est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Il y a une contradiction dans la phrase. La destruction du cerveau supprime les réflexes médulaires, donc vous devez savoir les réflexes médulaires, quels sont les organes qui interviennent et qui ne sont pas essentiels. L'aire motrice se situe au niveau du cerveau. Les messages nerveux moteurs, signalés ça, sont transmis par des nerfs sensitifs. L'arc réflexe, donc essayez d'imaginer le trajet de cet arc réflexe, et l'influx nerveux moteur parcouru pour de la motricité volontaire. La consommation de la drogue menace la santé du système nerveux, et on va reprendre la première. Donc, est-ce que vraiment chaque organe de sens relie au cerveau par un nerf moteur? Ici, il y a l'introduction. Organe de sens, ici, organe moteur, donc, bien sûr, la proposition est fausse. La destruction du cerveau supprime les réflexes médulaires. Donc vous avez vu que la grenouille spinale, c'est une grenouille qui est décérébrée, donc, et pourtant il y a la persistance de réflexe, donc la proposition est fausse. L'aire motrice au niveau du cerveau, bien sûr, il est au niveau du cerveau, plus exactement en avant de sillon de Rolando. Les messages nerveux moteurs sont transmis par des nerfs sensitifs. Ici, nerveux moteur, ici sensible, donc il y a une contradiction, donc la proposition est fausse. Alors, l'arc réflexe, imaginez-le, de la peau, nerf rachidien, la moelle épinière, nerf moteur, puis nerf rachidien, puis le facteur moteur. Donc, la proposition, elle est fausse. La consommation de la drogue menace la santé du système nerveux. Bien sûr, on vient de le dire tout à l'heure. L'exercice suivant, ici vous avez deux groupes. Vous allez relier chaque élément du groupe 1 à celui qui lui convient dans le groupe numéro 2. Alors, nerf rachidien, l'aire motrice, l'aire sensitive, le tendon. Ici, vous avez relié les muscles aux os. Quel est l'élément qui lui correspond? Bien sûr, ce sont
Je m'excuse. Le nerf rachidien, c'est un nerf qui renferme les deux fibres. Pour le 2, l'aire motrice, qu'est-ce qu'il fait? Il y a la naissance d'un nerf nerveux centrifuge, on dit efférent. Son contraire, il est afférent. L'aire sensitive, c'est une nerf normale. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il reçoit l'influx nerveux sensitif, centripète, bien sûr. À ce niveau-là, il y a traitement de messages nerveux. Alors ici, vous avez le tendon, c'est lui qui relie les muscles aux os. Alors vous avez ici un ensemble de propositions et vous avez des réponses ici. Vous allez choisir celle qui convient. Alors pour qu'un muscle puisse réagir à un stimuli, soulignez ça, il doit posséder quelles caractéristiques? De contractilité, d'extabilité, d'élasticité, de motricité. Vous avez aussi, il y a 3 caractéristiques. Ce sont des caractéristiques des muscles, mais signalez ça, on a ici un stimulus. Donc c'est l'excitabilité, pas les autres. Même si les autres, ce sont des propres d'une, mais ici on vous demande de savoir plutôt cette caractéristique de stimulus, c'est-à-dire l'excitant. Alors la destruction de la moelle épinière engendre, qu'est-ce qu'il provoque? Est-ce que la perte des mouvements volontaires et le maintien des mouvements réflexes, ou bien la perte des mouvements volontaires et des mouvements réflexes, ou bien la perte des mouvements réflexes et le maintien, c'est-à-dire les mouvements volontaires, ou bien le maintien des mouvements volontaires et des mouvements réflexes. Donc lorsqu'on détruit la moelle épinière, on n'a ni mouvement volontaire ni mouvement réflexe. Donc la proposition qui est juste, c'est la perte des deux. Alors répondre par vrai ou faux. Alors le son constitue une barrière naturelle. Donc barrière naturelle, essayez de savoir dans votre cerveau, dans votre mémoire, dans vos connaissances, quels sont les éléments qui constituent la barrière naturelle contre l'infection. Est-ce que le son est une barrière? Non, ce n'est pas une barrière. La proposition, normalement, il est fausse. Alors, la discussion de la faussité par le virus, donc, comme vous le savez, le virus VIH, alors, il vise les lymphocytes T4, qui sont très essentiels dans l'immunité, dans la réponse immunitaire. Bien sûr, la proposition, il est vraie. Alors, au niveau des neurones, l'influx nerveux moteur se propage d'un corps cellulaire vers les synapses. Donc, comme vous le savez, le neurone, il est constitué du corps cellulaire, puis l'axon, c'est la fibre nerveuse, puis l'arborisation terminale, donc le sens du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc, la proposition, il est vrai. Alors, la stérothérapie, c'est ce qui parle. En 2020, le Maroc a engendré 84 585 accidents routiers qui ont causé de nombreux décès et blessés. Environ 30% de ces cas, ou bien de ces accidents, sont associés à la consommation de drogue, d'alcool qui diminue la concentration et la résistance à la fatigue. Alors, pour expliquer l'effet de l'alcool sur l'activité cérébrale, on propose les données suivantes. Regardez avant de savoir ces données-là. Ici, vous avez des informations dont vous devriez savoir l'aire visuelle qui se trouve au niveau de l'aire occipitale. Et ici, vous avez l'aire motrice. Voilà sa position. Alors, voyons voir la première donnée. Alors, document 1 représente les résultats de l'imagerie du cerveau d'un jeune conducteur de voiture pendant 2 activités. Lorsqu'il a vu, donc sensibilité consciente, un feu rouge qui s'allume, figure 1, c'est là. Et lorsqu'il a touché la pédale du frein, figure 2. Regardez, les 2 zones qui sont actives. Alors, la question. Quelques observations cliniques. Alors, une lésion de la moelle épinière, ce sont les informations qu'on vous donne sur lesquelles vous allez vous baser pour répondre aux questions qui vont suivre. Une lésion de la moelle épinière conduit à la perte de la sensibilité et de la motricité volontaire. Une lésion du nerf optique conduit à une perte de la vision de la cécité. Une lésion au niveau du nerf rachidien conduit à la perte de la sensation de la motricité de la partie innerveuse, c'est-à-dire la partie qui est raccordée à ce nerf, par ce bien sûr. Alors, bien sûr, maintenant la première question. Alors, en se basant sur le document 1 qu'on a ici, et les observations cliniques qui sont présentées là, complétez les schémas fonctionnels ci-dessus, comme vous pouvez le voir, par les éléments intervenant lors des 2 activités cérébrales réalisées par le jeune. Donc le jeune, il a vu et il a réagi. Il a vu le feu rouge et il a réagi. Pourquoi? Par poser son pied sur la pédale du frein. Alors voilà tout ça. Donc parfois on vous donne l'organe. Ici par exemple le 3, le 1, le 4. On vous demande de donner l'organe. Et ici voilà, des éléments pour vous aider à réaliser ce schéma-là.
Donc là, l'image du feu rouge, quel est le premier organe qui reçoit ça? Bien sûr, ce sont les yeux. Alors l'œil, c'est un récepteur sensitif, et après, on doit avoir un conducteur qui conduit l'influx nerveux qui est réalisé au niveau des récepteurs de l'œil. C'est le nerf optique qui transporte l'influx nerveux vers qui? Vers un centre. C'est le centre qui est l'aire visuelle qui analyse l'influx. Après, de ce terre-là, il y a le passage d'un influx nerveux vers le centre nerveux moteur, c'est l'aire motrice, la naissance de l'influx nerveux moteur. Et puis, on a celui-là, c'est un nerf moteur qui transporte le flux moteur vers qui? Vers, bien sûr, les effecteurs moteurs qui sont les muscles. Et puis, la personne ou bien le conducteur va mettre les pieds sur la pédale pour freiner sa voiture. Alors, pour comprendre le comportement du conducteur lors du freinage devant un feu rouge, avec consommation d'alcool, on mesure lors d'une expérimentation la distance de réaction et la distance de freinage d'une voiture lancée à 50 km/h, conduite par un individu à des concentrations sanguines d'alcool, ce qu'on appelle l'alcoolémie, c'est-à-dire la dose d'alcool dans le sang de la personne, différente. Alors, la distance parcourue est la distance parcourue par la voiture dès l'instant où le conducteur voit le feu rouge jusqu'à l'arrêt total, bien sûr, de la voiture. Alors, la distance de la réaction, c'est-à-dire lorsqu'il a réagi pour freiner, et la distance parcourue par la voiture pendant le temps de réaction du conducteur entre le moment où il voit le feu rouge et le moment où il a touché la pédale du frein. La distance de freinage est la distance parcourue par la voiture entre le moment où le conducteur touche la pédale du frein et l'arrêt total de la voiture. Voilà le document 2. Alors ici vous avez l'alcoolémie, c'est-à-dire 0, une personne qui est normale, qui ne boit pas d'alcool. La distance de réaction, vous avez ici 14, bien sûr en mètres. Distance de freinage 16, donc pas de différence. Ici vous avez 0,5 g par litre d'alcool. La distance de réaction c'est 22, freinage 16. 0,8, il a augmenté, ici 26, donc entre 26 et 16, il y a une très grande différence. Comme ça, on analyse le tableau avant de voir les questions qui vont suivre. Alors, à partir du document de celui-là, comparer la variation des distances parcourues en fonction de l'alcoolémie, c'est-à-dire le pourcentage d'alcool, si on veut dire combien de grammes d'alcool par litre du sang de la personne, du conducteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bien sûr, on constate, comme on a vu tout à l'heure, la distance de réaction, celle-là, il augmente avec quoi? Avec l'augmentation de la concentration de l'alcool dans le sang de la personne. Alors, déduire l'effet de l'alcool sur le comportement du conducteur lors du freinage devant un feu rouge. Donc, lorsqu'il y a un feu rouge, la personne a vu le feu rouge. Pour réagir, ça demande un peu de temps parce qu'il est alcoolisé. Donc, l'alcool ralentit la vitesse de réaction du conducteur. Alors, pour expliquer l'effet de l'alcool sur le système nerveux du conducteur, on établit son effet sur des neurones, c'est-à-dire des éléments qui transportent l'influx nerveux, du circuit de la motricité chez un animal dont la sensibilité à l'alcool est identique à celle de l'espèce humaine. Selon un protocole qui vise à estimer la vitesse de la propagation, c'est-à-dire la vitesse de passage de l'influx nerveux dans ce neurone-là. Au niveau des deux neurones d'un animal alcoolisé et un autre qui n'est pas alcoolisé. Donc vous avez ici le neurone, l'autre neurone dit qu'on va voir la vitesse de propagation de l'influx dans ces fibres nerveuses. Alors, sans alcool, il y a 3 mètres secondes, ici 5 mètres secondes. Vous voyez déjà la différence qui existe ici. Alors, le document 4 présente des imageries du coupe de cerveau montrant l'activité cérébrale d'un jeune un buveur et d'alcool pendant les mêmes activités d'un buveur d'alcool. Voilà un buveur d'alcool, regardez l'activité, ici la zone cérébrale active, regardez ces points-là, voilà, si on va voir cette partie-là et cette partie-là, ils sont actifs. Alors que si on voit ici, les zones qui sont actives, ils sont très très réduites par rapport au cerveau du jeune qui est un buveur. Alors ici, on vous demande de déterminer l'effet de l'alcool sur le système nerveux du conducteur pour expliquer l'influence de l'alcool sur le comportement lors du freinage. Bien sûr, alors le temps de transmission de l'influx nerveux chez le buveur est plus lent, comme on a dit tout à l'heure, c'est 5 secondes, alors c'est là 3 seulement.
Alors, l'explication sur le document 4, la zone cérébrale qu'on a vu tout à l'heure, ici elle est plus grande alors que celle-là est très réduite. Donc, l'activité cérébrale de ce buveur-là, elle est très réduite alors que celle-là, ici elle est peu réduite, ici elle est très grande. C'est pour cela que celui-là va réagir rapidement que celui-là. Donc, la zone cérébrale active chez le buveur est réduite par comparaison à celle d'une personne au buveur. On conclut donc que l'effet de l'approche sur le système nerveux provoque un retard dans les discussions du mouvement, notamment lors du freinage. Alors, ici on passe à la deuxième partie de cet examen, c'est les limités. Alors, à suite de l'ingestion de consommation d'eau provenant d'un puits, des habitants d'un village ont été infectés par une bactérie, Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde. Alors, les symptômes comprennent une fièvre aiguë 39 à 40 degrés et prolongée, des malaises, des maux de tête et de la diarrhée. Alors, pour montrer l'intérêt de la vaccination contre la typhoïde, on propose les données suivantes. La première donnée, ce document-là, présente les résultats du comptage, c'est-à-dire combien, le nombre de cellules sanguines chez un habitant malade infecté par Salmonella typhi. Alors, individu malade, bien sûr, on vous donne les valeurs d'une personne normale pour faire la comparaison, pour voir la différence. Alors, les globules rouges, 4 900 000. Ici, on a 4 millions 1, 5 700 000. Ici, 13 600, 4 000, 10 000, ici 31 000, des plaquettes, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Regardez là, les globules blancs, il y a une augmentation. Alors, expliquez le document diagnostic cellules intervenant contre les bactéries. Ici, c'est presque la même, mais ici, il y a la variation. Ici, on a les valeurs 4 000 à 10 000. Ici, il a passé de cette valeur-là à 13 600. Donc, de cela, on peut en conclure que ce sont les éléments qui interviennent dans l'attaque de cette bactérie. Alors, pour mettre en évidence la nature de la réponse immunitaire détectée contre le Salmonella typhi par les cellules immunitaires, on propose des données expérimentales du document 2. Donc voilà, ici vous avez le lot numéro 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté de Salmonella typhi de sa toxine typhique la mort. Donc on doit conclure que la toxine typhique est mortelle. Le lot B, injection de l'anatoxine. Donc l'anatoxine, je vous rappelle que c'est une toxine atténuée. Vous avez vu pendant le cours comment on fait atténuer la toxine. Alors, et puis on a injecté, et après 10 jours, injection de la toxine et la survie. Ici, le lot C, injection simultanée, c'est-à-dire des deux, de la toxine typhique et d'un sérum. Regarde, sérum prévu de quoi? De qui? De la souris B, du lot B. Il y a la survie. Ici, le lot D, injection simultanée de la toxine typhique et des lymphocytes T, regardez ici, prélevés de la souris B qui a été immunisée. La question demandée, alors expliquer les résultats obtenus pour les lots C et D du document 2 et déduire la nature de la réponse immunitaire contre. Voilà. Donc, comment peut-on expliquer celle-là? Celle-là, elle est morte. Alors, pour le document, je m'excuse. Alors, pour le lot C et D. Alors, pour le lot C, on a dit que le sérum du souris B contient des anticorps antityphiques, raison pour laquelle les souris B restent vivantes, ils ont survécu. Pour le D, qu'est-ce qu'il y a? Les lymphocytes T n'interviennent pas dans le cas de la toxine. Parce que ces cellules-là, ils interviennent dans l'immunité à médiation cellulaire. Alors, toujours le même exercice, on vous demande d'expliquer les résultats obtenus pour les LOC et des documents 2 et déduire la nature de la réponse immunitaire contre Salmonella. Alors, la déduction, c'est que donc, la réponse immunitaire dans le cas de la toxine est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, lorsque l'intervention, ça se fait par la production des anticorps qui ont été produits par les lymphocytes B, bien sûr, une déduction immunité, une réponse immunitaire à médiation humorale. Il se fait par la production des anticorps qui ont été produits par les lymphocytes B qui se sont transformés en plasmocytes. Alors, afin de protéger les habitants utilisant les eaux de pluie, les médecins décident d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Ce document qu'on vient de voir ici représente la variation du taux d'anticorps, ici, typique en fonction du temps après la contamination par Salmonella typhi chez une personne vaccinée et une personne non vaccinée pour faire la comparaison toujours. Regardez ici pour la personne qui n'est pas vaccinée.
Donc, on doit comprendre de quoi il s'agit de ce document-là. Ici, sur l'axe des ordres, vous avez le taux d'anticorps par unité arbitraire. Et ici, vous avez le temps par jour. Donc, ici, pour la personne qui n'est pas vaccinée, regardez le début de la production des anticorps. Et regardez aussi la quantité d'anticorps produite après la contamination. La vaccination, la contamination, je m'excuse. Parce que la personne n'est pas vaccinée, donc c'est son corps qui va réagir. Mais ici, les personnes qui sont vaccinées, regardez, après quelques jours, même pas une semaine, il y a directement la production des anticorps. Alors, en vous appuyant sur l'exploitation du document 3, montrez l'intérêt de vacciner les habitants utilisant les eaux depuis contre la typhoïde. Donc, la vaccination est sensible du corps à produire des anticorps après 2 ou 3 jours. Voilà ce qu'on constate ici, voilà. C'est là, cette partie-là. Et en quantité très importante, regardez. Donc la partie ici la production est à peu près 10, mais ici vous avez 10 000, plus de 10 000. Et la durée est plus longue. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen et vous allez réussir, Inch'Allah. Et je vous laisse, toujours comme d'habitude, avec cette citation qui a été dite par Theodore Roosevelt, qui est un membre du Parti républicain. C'est le 25e vice-président des États-Unis, qui dit que le seul homme qui ne fait jamais d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. Bien sûr, si on ne fait jamais rien, on ne va pas échouer. Donc il faut faire quelque chose pour échouer, pour corriger la faute et pour réussir. Bon courage mes chers élèves, la prochaine fois, Inch'Allah.